importante délégation du gouvernement séjour à Kampala, conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est dans le cadre de la 9e session de la commission permanente mixte RDC-Ouganda en vue de valider plusieurs accords stratégiques destinés à consolider la stabilité régionale. Le débat sur le changement de la Constitution divise les hommes d'église de la communauté dite de réveil. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, les pasteurs ne parlent pas tous le même langage sur ce projet qui tient à cœur au président Félix Tshisekedi. Ce dimanche 10 mai en a été l'une des illustrations, comme le détaillera un dossier dans ce journal. Malgré les multiples tentatives de cessez-le-feu au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que la guerre n'est pas encore terminée et que les opérations militaires vont se poursuivre. Mesdames et messieurs, bonjour. La République démocratique du Congo et l'Ouganda franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale réunie à Kampala dans le cadre de la 9e session de la commission permanente mixte RDC-Ouganda. Les deux pays ont validé plusieurs accords stratégiques destinés à consolider la stabilité régionale et à dynamiser les échanges dans divers secteurs prioritaires. Au cours de ces travaux, les ministres des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner de la RDC et Odongo Gégé de l'Ouganda ont présenté les rapports élaborés par les experts préalablement adoptés par les secrétaires généraux de deux États. Ces documents portant notamment sur 6 accords couvrant plusieurs secteurs stratégiques dont les infrastructures, les pétantiques, la culture, les commerces et d'autres domaines des coopérations bilatérales. Les dits accords qui seront signés probablement devant les chefs d'État de deux pays, au chef de la délégation des partis congolais, au chef de la délégation de la partie congolaise, indique que ces documents couvrent plusieurs secteurs propriétaires des coopérations entre les deux pays. Les discussions se sont bien passées. Nos experts ont travaillé pendant plusieurs jours sur différents documents. Les secrétaires généraux des différentes administrations sont venus aussi certifier les travaux et la réunion ministérielle a pris acte. Nous avons aujourd'hui 6 documents dans différentes thématiques qui vont faire l'objet de signatures et d'accords entre les deux États. Cela renforce notre coopération et la stabilité au niveau de la sous-région. Nous nous sommes engagés aussi sur différentes questions qui vont faire l'objet de renforcement de la coopération dans un délai d'en 3 mois. Qui vont permettre encore de renforcer la coopération sur différents secteurs entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je crois que tout cela est à l'avantage de nos deux présidents et de nos populations qui ont des intérêts communs extrêmement larges et importants de survie pour nos deux nations et pour nos deux populations. Il a souligné que ces accords visent à consolider la stabilité et à renforcer la coopération dans la sous-région tout en prévoyant de nouveaux engagements à concrétiser dans les 3 prochains mois afin d'intensifier les échanges entre Kinshasa et Kampala au bénéfice des populations des deux nations. Signalant que durant 3 jours, soit du 8 au 10 mai, les travaux de la 9e session de la commission permanente mixte RDC-Ouganda ont essentiellement porté sur l'évaluation du niveau d'exécution des recommandements issus de la précédente session tenue à Kinshasa dans le cadre du renforcement de la coopération entre la RDC et l'Ouganda. Le bilan de l'attaque attribuée au rebelle ADF survenu jeudi 7 mai à Biakato, en territoire de Mambasa, continue de s'alourdir après les fouilles menées dans les zones touchées. Selon des sources locales, le nombre de civils tués est passé de 15 à 21 morts. Plusieurs autres personnes restent également portées disparues après cette incursion meurtrière qui a frappé différents quartiers de Biakato. Rodriguez Mombéré a contacté le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules qui a appelé à la collaboration. Vous allez comprendre que toutes ces attaques ont un seul objectif, c'est s'aimer la terreur, la désolation et faire déplacer nos populations. Devant cette situation, les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboyankan Chama Johnny, appellent la population de Mambasa à la résilience et à la résistance. Ces deux actes vont nous permettre aujourd'hui, avec notre engagement et détermination, de mettre hors d'état de nuire
ces ADF. Parce qu'en ces moments, leur objectif, je vous l'ai dit, c'est piller l'or, cacao et café. Et surtout quand il s'agit, quand la période est arrivée, ils sèment la terreur et la désolation. Nous devons faire un bloc avec tous les partenaires engagés dans la restauration de l'autorité de l'État, avec la jeunesse de Mambasa, de créer, de mettre en place le mécanisme d'alerte le plus rapide. Vous voyez, même aujourd'hui, n'eût été l'alerte de notre population, ça allait être pire. Les forces armées sont intervenues et limité des dégâts. C'est dans leur fuite, c'est dans la fuite de terroristes qu'ils ont pu incendier quelques 3 maisons et tuer les civils à coups de machette parce que ils savent que les forces armées, nous sommes dans leur poursuite. Et donc la collaboration, la résistance et la résilience vont nous permettre de venir au bout de ces ADF. Comme nous l'avons fait dans les territoires Roumou, dans l'est de Vonkutu, et comme nous l'avons fait également dans Muchacha et ses environs. Le débat autour d'une révision constitutionnelle en République démocratique du Congo continue de susciter des vives réactions dans l'opinion. Après que le chef de l'État a exprimé sa volonté d'apporter des réformes à la loi fondamentale devant la presse la semaine dernière, cette question semble désormais s'inviter au sein de plusieurs églises dites de réveil, bien que de nombreux pasteurs soutiennent Félix Tshisekedi dans sa quête de réforme constitutionnelle. D'autres n'hésitent pas à critiquer ouvertement cette initiative. Les langues se délient quant au changement au nom de la Constitution de la République démocratique du Congo, principalement au sein de l'Église censée être le corps du Christ. Cette initiative, actuellement appuyée par l'Église des Réveils du Congo, ERC, a suscité récemment des vives critiques au sein de l'opinion, contredisant ainsi les désirs des fidèles qui se voient contraints d'appuyer leur guide spirituel. Changement à la Constitution, modification à la Constitution, nous allons l'accompagner. Parce que c'est ça le rôle de l'Église. Suite à des multiples attaques à leur encontre, le pasteur avait choisi d'ouvrir une action judiciaire contre ceux qui les dénigrent. Le révérend pasteur Ijibaya Mampia, leader de l'ERC, a constamment exprimé son appui au changement de la Constitution depuis leur prise des positions officielles, cherchant à influencer les membres de leur communauté. Ce dimanche 10 mai, les débats sur la Constitution restent les plus marquants de la journée. Le culte était spécial à l'église de l'archevêque Évariste Ijibaya Mampia, marqué par la présence du président de la République Félix Tshisekedi et de son épouse. Occasion pour celui qui, désormais, porte haut la vision du président congolais concernant la réforme constitutionnelle de réaffirmer son soutien. Par rapport aux chrétiens, quand le président de la République a dédié le pays à Dieu, ce n'est pas un mot politique, c'était une volonté de sa confession de foi. C'est même dimanche, tout près de l'église pentecôtiste des sécuristes à la cité Bethel, le pasteur Moïse Mbié, faisant partie de cette communauté d'églises dites de réveil, a pour la première fois pris la parole sur ces sujets. À en croire ses propos, il semble ne pas adhérer à la position de ses pairs, les qualifiant même de membres du camp des lépreux. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Ils pensent à une seule chose. Bon, on va changer la Constitution. Bon, c'est tout. Et c'est devenu un camp des lépreux. Ils n'ont que ça, ils bénissent plus personne. La plus grande question qui se pose, jusqu'où ira cette division au sein de l'Église? Entre-temps, l'Église catholique, qui s'est toujours démontrée défenseur du peuple, estime que le changement de la Constitution demeure, pour elle, inopportun. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a remanié son gouvernement provincial. Cette nouvelle équipe est composée de 10 membres, dont une femme. 3 nouvelles figures font leur entrée dans cet exécutif provincial. Parmi les nouveaux membres figure Honoré Joukaï Kalamba, qui prend la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Entrepreneuriat et du Tourisme. Ministre de la Jeunesse, Sport, Loisirs, Entrepreneuriat et Tourisme, Joukaï Wanfananga Naï Kalamba. Honoré.
Et cette nomination intervient dans un contexte marqué par les attentes de la population en matière d'encadrement de la jeunesse, des promotions de l'emploi et des valorisations des potentialités touristiques de la province. Avec ses portefeuilles stratégiques, Honoré Joukaï Onfanganaï Kalamba hérite d'un secteur transversal touchant directement aux préoccupations des jeunes du Kasaï central. Le nouveau ministre aura notamment les responsabilités de dynamiser les activités sportives et culturelles, d'encourager l'entrepreneuriat de jeunes, ainsi que de promouvoir les initiatives liées aux loisirs et au tourisme provincial. La publication de cet arrêté provincial marque une nouvelle étape dans le réaménagement de l'équipe gouvernementale provinciale dirigée par le gouverneur Joseph Moïse Kambulunkonko. L'entrée de Honoré Joukaï Onfanganaï Kalamba au sein de cette équipe traduit également la volonté de donner une place importante aux questions liées à la jeunesse et à l'entrepreneuriat dans les politiques provinciales. Au Maïndombe, le commandement des opérations Ngemba informe l'opinion publique au sujet des accusations portées contre certains éléments du bataillon Cobra Royal déployé à Bolobo, contrairement aux déclarations faites par le député Bonzeke devant la représentation nationale et relayées dans les médias. D'ailleurs, les militaires du bataillon Cobra Royal n'ont procédé ni à des arrestations arbitraires, encore moins à des actes de torture contre des paisibles citoyens dans les territoires de Mouchié. Le commandement des opérations Kemba informe l'opinion publique au sujet des accusations portées contre certains éléments du bataillon Cobra Royal déployé à Bolobo. Contrairement aux déclarations faites par l'honorable Bonzeke devant la représentation nationale et relayées dans le média, le militaire du bataillon Cobra Royal n'ont procédé ni à des arrestations arbitraires ni à des actes de torture contre des paisibles citoyens dans les territoires des Mouchis. Les personnes interpellées sont les nommés Memoni Alexis alias Mobutu et Mpia Fiston alias Jeep Derando, identifiés comme auteurs présumés de plusieurs actes de banditisme dans la zone. Les deux individus membres de la famille de l'honorable député Bonzeke ont été arrêtés dans le cadre des opérations de sécurisation menées par l'armée. Le commandement précise également que Madame Micheline Mpimba, ancienne administratrice du territoire des Mouchis, est intervenue pour solliciter leur libération, invoquant un arrangement à l'amiable avec les victimes. Les deux suspects ont ensuite été relâchés le même jour. Le commandement des opérations Ngemba déplore les accusations portées contre les éléments du bataillon Cobra Royal sans éléments de preuve. Une équipe militaire est dépêchée sur place afin de documenter les faits et d'établir les responsabilités éventuelles. Tout militaire ou civil impliqué dans des actes contraires à la loi répondra de ces actes devant la justice. L'armée demeure engagée dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie du pays et poursuit ses efforts visant à renforcer la collaboration avec la population civile. Le cadre de l'UDPS, toutes tendances confondues, viennent de désavouer M. Lomboto Dominique, président intérimaire choisi provisoirement par le secrétaire général et président intérimaire du parti, cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba, père fondateur de la démocratie congolaise, disent-ils. Ce dernier est accusé de mauvaise gestion, d'incompétence notoire, d'escroquerie et de trafic d'influence, ainsi que d'un manque d'esprit de collaboration envers les autres membres de la fédération. Nous, les membres du comité fédéral et les représentants des structures de l'UDPS Tshisekedi Fédération Équateur 1, agissant en qualité de l'organe décisif du parti, exprimons officiellement notre désaveu à l'égard de M. Lomboto Dominique, président fédéral, suite à votre mauvaise gestion au sein de notre formation politique. Après plusieurs constats, observations et mises en garde restées sans suite favorable, il ressort que votre comportement et vos ajustements portent gravement atteinte à l'image, à la cohésion et au bon fonctionnement du parti présidentiel. Les pièces retenues à votre charge sont les suivantes. Incompétence notoire dans l'exercice des responsabilités qui vous ont été confiées. Excès de pouvoir et abus de l'autorité contrairement aux tests et règlements intérieurs du parti. Manquement respecté à la discipline, à l'éthique et aux valeurs fondamentales de notre formation politique, avec l'objectif de compromettre l'unité, la crédibilité et l'intérêt supérieur du parti. Insolvabilité au paiement des points totaux
Eden Palace et Tino Business, où les biens des cadres sont confisqués jusqu'à présent à Kinshasa, qui salue l'image du parti présidentiel. Semer des troubles au sein de la Fédération Équateur 1, traduisant les combattants à la justice illégalement, face à la gravité de ces faits et conformément aux dispositions statutaires et réglementaires du parti, nous vous retirons confiance placée à votre personne. En ces conséquences, nous déclarons indignes et vous demandez de cesser immédiatement toute initiative, déclaration ou action engageant le parti sans autorisation préalable de l'organe habilité de la Fédération Équateur 1. Et laissons l'intérim à monsieur Patrick Mugunda Mokelebe, secrétaire fédéral en charge des renseignements, chef de département. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Union nationale des caméramens du Congo hausse le ton. Dans un communiqué publié après la conférence de presse du chef de l'État du 6 mai dernier, l'UNCC, par la voix de son président Merlin Kamalandoa, dénonce son exclusion de cette rencontre médiatique et appelle à une meilleure reconnaissance du rôle des professionnels de l'image dans le paysage audiovisuel congolais. Tout en réaffirmant son respect des institutions, la corporation plaide pour une approche plus inclusive des métiers de l'information. L'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC en sigle, tient à exprimer avec responsabilité et dans le respect des institutions de la République son profond regret quant à l'absence de sa représentation lors de la récente conférence de presse organisée au plus haut sommet de l'État dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'UNCC précise qu'il ne s'agit nullement d'une remise en cause du travail accompli par les caméramans présents sur terrain, encore moins d'une contestation de la couverture médiatique assurée lors de cet événement. La préoccupation soulevée porte exclusivement sur la représentation institutionnelle d'une corporation professionnelle qui contribue quotidiennement à la visibilité des actions publiques et à la transmission audiovisuelle de l'information auprès de la population. L'Union nationale des caméramans du Congo exprime ainsi sa profonde désolation face à l'exclusion des caméramans, justifiée par l'idée selon laquelle les journalistes suffisent et que le caméraman se limiterait à capter des images. Une telle considération ne reflète ni la réalité du travail médiatique moderne, ni le rôle fondamental que jouent les professionnels de l'image dans la chaîne de l'information. Le caméraman n'est pas un simple exécutant technique. Il est un acteur essentiel de la communication audiovisuelle. Sans image, il n'existe ni reportage télévisé, ni retransmission, ni véritable visibilité des activités officielles auprès de la population. L'UNCC rappelle que la complémentarité entre journalistes et caméraman constitue le socle même du travail audiovisuel. Opposer ces deux métiers revient à méconnaître le fonctionnement professionnel des médias contemporains où l'image occupe une place centrale dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Alors que le conflit oppose toujours l'Iran à Israël, les États-Unis et leurs alliés font face à des tirs de missiles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en réponse, a affirmé que la guerre n'est pas encore terminée et que les opérations militaires vont se poursuivre. Selon les premiers ministres israéliens, Benjamin Netanyahou, lors d'une interview à la chaîne américaine CBS, la guerre a permis d'accomplir beaucoup de choses, mais elle n'est pas finie, car il reste encore des matières nucléaires, de l'uranium enrichi, qui doivent être retirées d'Iran, précisant qu'il restait également les sites d'enrichissement à démanteler. Interrogé pour savoir comment il comptait sortir l'uranium d'Iran, il reste optimiste, déclarant qu'ils iront pour les sortir avec des assurances du président américain Donald Trump. L'armée israélienne
israélienne a annoncé lundi que dimanche dernier, un soldat israélien a perdu la vie près de la frontière libanaise. Les combats avec le Hezbollah pro-iranien s'y poursuivent en dépit du cessez-le-feu. Dans un communiqué, elle a précisé que le sous-officier Alexander Glovaniov, âgé de 47 ans, est tombé au combat. Depuis le déclenchement du conflit le 2 mars, au Liban, 19 Israéliens ont perdu la vie, incluant 18 militaires et un employé sous contrat pour l'armée. Durant cette même période, les frappes israéliennes ont causé la mort de plus de 2800 personnes au Liban, d'après les autorités. Selon les ministères des Affaires étrangères, l'Iran a sollicité en réponse aux suggestions américaines la cessation des hostilités à travers toute la région, y compris au Liban, ainsi que la libération de fonds iraniens figés. Le 11 mai 1981, le roi du reggae Bob Marley s'éteignait à Miami, aux États-Unis, à l'âge de 36 ans, de suite d'un cancer de la peau. 45 ans après sa disparition, l'artiste jamaïcain continue d'incarner un symbole mondial de paix, de résistance et d'unité. Un bref aperçu historique dans ce récit de Rufus Lukanga. Hospitalisé au Cedar of Lebanon Hospital, aujourd'hui University of Miami Hospital, Bob Marley livrait alors son ultime combat contre la maladie du cancer de la peau après avoir tenté un traitement expérimental en Allemagne auprès du docteur Joseph Issel. Affaibli, le chanteur souhaitait regagner la Jamaïque, son pays natal, mais son état de santé ne lui a permis d'aller au-delà de Miami. Selon plusieurs récits rapportés par ses proches, ces derniers mots adressés à son fils furent « Money can't buy life », qui veut dire « l'argent ne peut pas acheter la vie ». Une phrase devenue emblématique et en parfaite cohérence avec les valeurs humaines et spirituelles qu'il a défendues tout au long de sa carrière. You see, I remember when we used to sit. Le 21 mai 1981, la Jamaïque lui rendait un hommage national à travers des funérailles mêlant tradition rastafari et rites de l'église orthodoxe éthiopienne. Aujourd'hui encore, le roi du reggae repose dans un mausolée à son village natal, devenu un lieu de mémoire et de pèlerinage culturel. Auteur des classiques intemporels tels que No Woman No Cry, Bob Marley a profondément marqué l'histoire de la musique contemporaine. Son œuvre, porté par des messages de justice, de fraternité et de lutte contre l'oppression, continue de résonner auprès de plusieurs générations. Emancipate yourself from mental slavery. None but to ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Considéré comme l'ambassadeur mondial du reggae, Bob Marley a largement contribué à la popularisation de ce genre musical ainsi que du mouvement Rastafari à travers le monde. Avec plus de 200 millions de disques vendus, il demeure l'un des artistes les plus influents de l'histoire. Chaque année, le 11 mai, des millions de personnes à travers le monde rendent hommage à cette figure majeure de la culture mondiale dont l'héritage musical, spirituel et politique reste intact plus de 4 décennies après sa disparition. Que son âme repose en paix et sa culture, en tout cas, continue d'influencer le monde. En sport, c'est le dernier virage pour ces élections à la Fédération congolaise de football association. La liste définitive des candidats retenus sera publiée ce lundi. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci beaucoup. Jusqu'à un certain moment, je pensais que vous ne pourriez pas être là. Vous avez été annoncé à une conférence de presse que nous allons évoquer d'ailleurs dans ce panorama. Mais d'abord, on commence par la liste des Sébastien Desabres qui est attendue cette semaine. Effectivement Christopher, c'est une liste des léopards très attendue. Y aura-t-il des nouveaux visages ou on prendra le même et on recommence? C'est la grande question que l'on se pose puisque de l'autre côté, il y a beaucoup de mouvements, des binationaux ou des joueurs qui manifestent bien évidemment leur volonté
volonté de pouvoir arborer le maillot national. Mais avant d'aller à la bataille, les Fauves seront d'abord à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État. Au cours de cette rencontre, le premier sportif leur remettra le drapeau national au Palais de la Nation. Question de les galvaniser. 52 ans après, les Léopards doivent afficher un visage séduisant, bien qu'ils sont logés dans un groupe K très relevé, avec notamment le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Et pour ne pas faire piètre figure, les Léopards vont livrer 2 matchs amicaux, respectivement contre le Danemark en Belgique et contre le Chili. Ce sera bien sûr en Espagne au mois de juin. Et bien avant, ils vont débuter leur préparation à Kinshasa, une séance qui sera ouverte au public, question de renforcer les liens avec le fan. Le soir, dans le journal des sports, dès 19h45, on reviendra sur le compte rendu du Conseil des ministres et dans le volet sport. Très bien. Ils vont s'entraîner, vous avez dit, au stade Tata Raphaël. Ouais. La pelouse était en état? Jusque-là, il y a des matchs de Ligue 1 qui se jouent. On espère que ça va leur permettre de pouvoir s'entraîner, bien qu'ils ne vont pas forcer les choses, sachant parce que la pelouse, ça blesse. Hein. Bien évidemment, sachant qu'il y a une grande compétition qui arrive, donc ils ne vont pas forcer les choses. L'objectif, c'est juste de communier, communier avec le public. Très bien, très bien. On va parler des élections à la FECOFA. Ouais. Vous revenez tout droit d'une conférence de presse donnée par le candidat Véran Monsengo, qui est quasiment resté tout seul dans cette course. Bon, attendons la liste définitive, puisque ceux-là dont les noms ont été écartés pourraient peut-être être récupérés, puisqu'il ne s'agit jusque-là que de la liste provisoire. Oui, le candidat président Véran Monsengo a présenté son programme aujourd'hui. C'est vraiment un projet ambitieux qui repose sur 4 axes majeurs, dont la refondation de la Fédération congolaise de football, l'association pour restaurer la confiance, l'organisation des compétitions régulières, crédibles et équitables, restructurer et professionnaliser les clubs locaux. Et le dernier axe, Christopher, c'est bien sûr la reconstruction du football de base dans les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Véran Monsengo, comme tant d'autres candidats, attend bien sûr la liste définitive qui sera publiée, sauf imprévu, ce lundi. Et c'est maintenant que la campagne devra commencer, on va dire la vraie bataille, pour voir comment succéder à Constant Omari Selemani. Mais jusqu'ici, une importante délégation du gouvernement séjourne à Kampala, conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est dans le cadre de la 9e session de la commission permanente mixte RDC-Ouganda en vue de valider plusieurs accords stratégiques destinés à consolider la stabilité régionale. Le débat sur le changement de la Constitution divise les hommes d'église de la communauté dite de réveil. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, les pasteurs ne parlent pas tous le même langage sur ce projet qui tient à cœur au président Félix Tshisekedi. Ce dimanche 10 mai en a été l'une des illustrations. Vous avez suivi un dossier à ce sujet dans ce journal. Malgré les multiples tentatives de cesser le feu au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la guerre n'est pas encore terminée et que les opérations militaires vont se poursuivre. Ne nous quittez pas, la revue de presse et tout de suite avec Héritier Ntamwa. Héritier, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord, signature ce lundi de 6 protocoles d'accord entre la RDC et l'Ouganda. Une très bonne partie des ministres séjournent en ce moment à Kampala. Effectivement, Christopher Otiokoum, il s'agit d'accords bilatéraux entre ces deux nations. Il marque une nouvelle étape dans les rapprochements stratégiques entre Kinshasa et Kampala. Pour le journal Le Potentiel, qui titre Coopération RDC-Ouganda, 6 accords qui redessinent les équilibres régionaux. Ces textes concernent notamment les technologies de l'information et de la communication, le commerce bilatéral, le tourisme, l'utilisation interétatique des ressources de recherche et des sauvetages en temps de paix, la coopération entre l'autorité ougandaise des zones franches et de promotion des
des exportations et l'Agence nationale de promotion des exportations ainsi que l'administration publique. Selon toujours le journal Le Potentiel, ces engagements traduisent la volonté des deux États de renforcer leur partenariat stratégique dans plusieurs secteurs clés. Ce média souligne que la rencontre entre le représentant congolais et ougandais est intervenue dans un contexte où Kinshasa et Kampala affichent une volonté commune d'intensifier leur coopération face aux défis sécuritaires et économiques de la sous-région. D'un média à l'autre, Christopher Otukum, la prospérité parle de son côté de signaux d'espoir pour le rapprochement des peuples. À la deuxième page de ces tabloïds, nous lisons technologie, commerce bilatéral et consorts. Kinshasa et Kampala consacrent un grand envol diplomatique aujourd'hui. La prospérité précise que les documents dont on parle ont été élaborés par les hauts fonctionnaires des deux États, puis validés en amont par le secrétaire général des administrations concernées, marquant l'achèvement de la phase technique des travaux avant leur entérinement au niveau politique. Je rappelle que la délégation congolaise a été conduite par le ministre, ou soit la délégation congolaise est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité. Voilà, Jacques Manchabaye. Très bien, on termine avec l'épicentre du français se trouve aujourd'hui dans le bassin du Congo. Déclaration forte d'Emmanuel Macron alors qu'il se trouvait à l'université Sédar Senghor. Tout à fait, une affirmation, en tout cas, qui est en train de susciter beaucoup de réactions, surtout sur les réseaux sociaux. Macron a-t-il raison? C'est interrogé le site d'information mediacongo.net qui écrit « Langue française, l'épicentre du français se trouve dans le bassin du fleuve Congo et non sur les quais de Seine ». Emmanuel Macron, donc les médias, fait savoir que ces propos ont été tenus le 9 mai à Alexandrie en Égypte lors d'un déplacement consacré à la francophonie. Réagissant sur son compte X, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il soutiendrait la candidature de la RDC portée par Juliana Lumumba au secrétariat général de l'OIF. Il s'indigne néanmoins de la politique africaine d'Emmanuel Macron qui a causé des dégâts immenses. 5 pays ont mis la France à la porte. Rappelle-t-il, il faut tourner la page, réparer les dégâts. La chaîne d'information E5 ISDAC RDC estime quant à elle que c'est tout simplement symbolique. Reconnaître que l'épicentre est à Kinshasa ou à Brazzaville affaiblit le narratif rwandais. Pour cette chaîne d'information, Emmanuel Macron a envoyé un message ou un signal fort à Félix Tshisekedi. La France reconnaît le poids démographique et culturel de la République démocratique du Congo et ISDAC RDC, j'en termine là-dessus, révèle qu'en réaction à l'affirmation d'Emmanuel Macron, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF et rwandaise, a refusé d'applaudir Christopher Otukum. Pour conclure, voici donc la séquence évoquée. Où le français de l'académie se bouscule avec le wolof, le haïtien, le congolais, l'anglais, et tant de langues. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage, et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. On voit qu'elle acquiesce, mais sans applaudir, effectivement. Elle n'a pas des choix. Merci beaucoup, Ritien Tamboa, pour cette sélection. On se retrouve très prochainement. Avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.